Agathe de Couleray de la Fontaine. Mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Enfin, je veux dire, les gens, ils veulent... Regardez le PSG maintenant et le PSG avant. C'est quand même vachement mieux d'aller voir Ibrahimovic jouer. Je connais même pas les noms des joueurs d'avant, tellement c'était nul, quoi. Enfin, c'était nul, horrible. Moi, ça m'endort. C'est là qu'ont commencé les agents, c'est là que tout a commencé. Pour compléter quand même, je dirais que le PSG aussi a renouvelé aujourd'hui son public qui est devenu beaucoup moins populaire, et ça, on peut le regretter. Je crois que l'arrêt Bosman, en fait, n'est que la continuation de luttes engagées par des footballeurs depuis bien longtemps. Raymond Kopa a été un de ceux qui, parmi les premiers, ont combattu pour que les joueurs puissent trouver leur liberté. C'était à l'époque, regardez cette illustration que j'ai tirée d'un très bel album d'ailleurs qui s'appelle Jour de foot, où on montrait à l'époque les joueurs qui étaient les seuls travailleurs qui pouvaient être achetés ou vendus sans qu'on leur demande leur avis. Il faut savoir par exemple qu'avant l'arrêt Bosman, un garçon qui signait un contrat aspirant dans un club devait à ce club 2 années. Et si le club voulait le garder, il pouvait le garder encore 3 années comme stagiaire. Et s'il voulait toujours le garder, il pouvait lui faire signer un contrat de 4 ans. Et dans tous ces contrats-là, les conditions financières étaient déjà décidées préalablement. Alors, évidemment que c'était une forme d'esclavagisme. Et je suis tout à fait, j'ai applaudi lorsqu'il s'est agi effectivement de promouvoir l'arrêt Bosman. J'ai trouvé que c'était une très bonne chose. Cela dit, quand aujourd'hui on invoque l'argent et qu'on pense que c'est de là d'où est venu, j'allais dire, tout le mal, ce n'est pas tout à fait vrai. Au début des années 60 déjà, des journalistes de talent, qui les premiers ont peut-être considéré toutes les dimensions du football comme François Thébault, une loi du football, avaient déjà, j'allais dire, parlé du football comme étant le mal absolu. Or, nous en sommes aujourd'hui à un stade où le football continue à vivre et à prospérer. Le sentiment qui est le mien est qu'aujourd'hui, il faut interdire effectivement aux clubs endettés, aux clubs qui ne jouent pas le jeu, de continuer peut-être à tricher en enrôlant des joueurs sans avoir les moyens. Tant qu'un club a les moyens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que si un milliardaire, au lieu de s'acheter des yachts ou des jets privés, préfère injecter son argent dans un club, libre à lui. Dès lors qu'un club a les moyens de la politique qu'il veut mener, je ne vois pas pourquoi, effectivement, il devrait être l'objet, j'allais dire, d'un contrôle type fair play financier si cher à Platini, qui, à mon avis, n'est qu'un gadget. Surtout que ça peut redynamiser la ville, ça apporte quelque chose à la ville, à l'économie de la région. C'est pas de l'argent qui est dépensé uniquement pour le football. Ça amène des touristes, ça amène quelque chose. Barcelone, c'est aussi, il y a des gens qui viennent à Barcelone uniquement pour voir des matchs de football. Vous parlez de Barcelone, justement, on a vu Johan Cruyff, qui lui date de la grande époque, d'avant l'arrêt Bosman, d'avant les contrats mirifiques. Johan Cruyff, qui a été longtemps l'entraîneur de Barcelone, qui s'est plaint que Barcelone ait fini par accepter d'avoir un sponsor sur le maillot. Et j'ai trouvé dans votre livre, Vincent Duluc, vous parlez de Johan Cruyff à la grande époque de l'Ajax d'Amsterdam et de l'équipe des Pays-Bas en finale de la Coupe du Mondial 74. Et à l'époque, alors on va voir la photo, à l'époque, toute l'équipe de Hollande avait un maillot à 3 bandes, sauf son capitaine, Johan Cruyff, qui lui n'a que 2 bandes. Vous le voyez sur cette photo et sur la suivante d'ailleurs. Voilà. On les voit mieux. Alors vous pouvez nous raconter pourquoi le capitaine n'avait pas le même maillot que ses joueurs. L'homme qui avait des principes pour Barcelone en avait d'autres pour lui-même, à savoir qu'il était sous contrat avec Puma, le grand rival d'Adidas, et qu'il avait négocié avec la Fédération des Pays-Bas le droit de pouvoir effectivement porter un maillot qui n'avait que 2 bandes, afin et donc pour Puma, alors que les autres étaient sponsorisés par Adidas, et eux, ils avaient 3 bandes. Ils pouvaient le faire parce que c'était Johan Cruyff, c'était le meilleur joueur à l'époque européen, sans doute. Voilà. Mais donc, ça veut dire que les histoires de sponsors, ça date d'il y a quand même assez longtemps. Et il a dû d'ailleurs ne pas aller à la Coupe du Monde de 78 parce que justement, il était en contrat avec Puma. Oui, effectivement, c'était beaucoup plus une histoire de contrat qu'une histoire de dictature argentine. Mais ceci dit, pour en revenir sur l'aspect, disons, de l'argent, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, encore une fois, quand on essaie d'analyser un petit peu ce que sont véritablement les clubs, c'est de voir, c'est vrai, la structure, si vous voulez, capitaliste du club aujourd'hui de football. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer plutôt de comprendre, vous voyez, les clubs de football actuels avec leurs mercenaires, qui sont vendus, achetés au plus offrant, comme un véritable marché. Oui, mais enfin, là, ils gagnent beaucoup d'argent à chaque fois, ce qui n'était pas le cas autrefois. On est donc passé des esclaves aux mercenaires, en fait. Au même titre que le marché capitaliste aujourd'hui existe. Donc ce qui est intéressant d'analyser, c'est que plutôt que d'y voir le reflet de la société, plutôt que d'y voir le reflet ou le miroir, disons, de la société, en quelque sorte, le football serait voyé comme une espèce de conséquence. Non, il faut plutôt voir aujourd'hui ces clubs comme véritablement un projet de société. Et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant, de mon point de vue. Comme un projet de société où on vous dit, oui, certes,
l'argent coule à flot, ils gagnent des millions, ce sont des salariés des salaires absolument mirobolants, etc., etc. Mais en même temps, là-dedans, c'est la fête. Mais en même temps, là-dedans, c'est le bonheur. Mais en même temps, là-dedans, on lutte pour des valeurs qui seraient les valeurs du football, les valeurs de solidarité, etc., etc. Bon, c'est ça qu'il faut analyser. Évidemment, moi je pense tout à fait le contraire. Je pense qu'aujourd'hui, le football est le lieu, j'allais dire même la matrice première, si vous voulez, d'une vision particulièrement terrifiante des sociétés que l'on se prépare. C'est dans le football aujourd'hui que le capitalisme est le plus violent. C'est dans le football aujourd'hui, par le truchement du football, que le racisme s'exprime. Que le racisme s'exprime, que la xénophobie s'exprime, que les formes, d'esclavage, aujourd'hui, par exemple le fait que l'on fait venir d'Afrique des jeunes de 13-14 ans dans notre propre pays, à Clairefontaine et autres, mais vous avez des jeunes qui ont 13-14 ans qui viennent là et pour un qui sera reconnu et qui sera conservé, mais des centaines d'autres sont balancés. Donc je pense que là, il y a aussi à voir ce qui est réellement le football. Et dernier point qui est en train de se développer, à mon avis, de manière tout à fait stupéfiante actuellement, c'est le pari sportif. Aujourd'hui, c'est la triche organisée partout. Les arbitres sont payés, les joueurs sont payés. On peut tricher la main d'Henri, on peut tricher ouvertement et être absous. Non, ça a toujours été le cas. Il y a une culture de la triche. Il y a une culture de la triche qui s'est développée, qui va bien avec le capitalisme total. Vincent Duluc raconte des histoires de tricherie dans toutes les coupes du monde. Quand c'est la main de Maradona, c'est romantique, et quand c'est la main d'Henri, c'est la tricherie. C'est un peu compliqué quand même. Des tricheries, vous en racontez, ça a toujours eu lieu. En général, la FIFA s'aplatit devant le pays organisateur. Il n'y a pas de jeu sans tricherie. Non, mais de toute façon, il faut quand même arrêter un peu avec cette histoire même des jeunes Africains qu'on amène. Je crois que de ce point de vue-là, je suis bien placé pour le dire. Il faut arrêter aussi de voir dans le football, le milieu du football, comme étant l'expression la plus achevée du capitalisme. Je crois que le football ne saurait être autre chose qu'un reflet de la société. Bernard Tapie, de toute façon, il ne faut pas oublier que Bernard Tapie a mis sa notoriété acquise ailleurs dans le football. Ce n'est pas le football qui lui a donné une notoriété. Il faut donc quand même faire la part des choses aussi. Ce qui est vrai, c'est que dans le milieu du football aujourd'hui, on n'a que le reflet de ce qu'on voit dans la société. Quand vous parlez de racisme dans le football, oui, le racisme existe dans le football, mais il existe d'abord dans la société, tout comme la discrimination. Quand aujourd'hui vous voyez le championnat de France, dans toutes les divisions, vous enlevez les gens de ce qu'on appelle les minorités visibles, vous enlevez les Noirs, vous enlevez les Arabes de ces compétitions-là. Il n'y a plus ni L1, ni L2, ni national, ni CFA. Et pourtant, quand ils finissent leur carrière, il n'y en a pas un qui est dirigeant, il n'y en a pas un qui est manager, il n'y en a pas un qui est président. Vous voyez, donc la France Black Blamber, de la même manière, ça n'a rien donné de bon. De la même manière, souvenez-vous que la France Black Blamber en 98, ça s'est terminé avec Le Pen. Laissez-moi finir. De la même manière aussi, vous ne voyez pas ces gens-là à la tête d'une société du CAC 40, vous ne les voyez pas non plus à la tête d'un corps de l'armée important. C'est la société française qui est comme ça. Ce n'est pas le football simplement. Le jour où le football sera, je dirais, changera, c'est parce que la société française aura changé. Ça, il faut que vous le disiez aussi. Les jeunes Africains qui viennent, oui, mais comment ils viennent? Avec l'accord de leurs parents, avec l'accord des dirigeants, avec l'accord aussi des clubs. C'est évident. Il faut arrêter un peu de penser toujours que là aussi il y a de l'esclavagisme. Pas du tout. Antoine? Je voulais quand même revenir sur ce que Agathe avait dit. Moi, ce qui me gêne quand un propriétaire de club, un riche financier, prenne le contrôle d'un club ou quelque chose, c'est l'incertitude qui est balayée dans le football. Si on regarde la Ligue des Champions, de 2000 à 2006, les statisticiens ont montré qu'un club qualifié en Ligue des Champions a 83% de chances de se requalifier l'année suivante. Et si on n'est pas qualifié, on a seulement 3%. Or, chaque année, on a les mêmes affiches. On retrouve toujours le Bayern Munich, Real Madrid, Barcelone. Et dans les championnats, c'est pareil. Qui c'est qui va jouer les titres? En Allemagne, le Bayern Munich, Dortmund. De l'autre côté, en Angleterre, Manchester City maintenant, d'accord. Mais sinon, Manchester United, Liverpool. Voilà, finalement, maintenant, il y a... en Angleterre, il y a c'est les clubs les plus riches toujours qui... Dans la mesure où, à partir du moment où on se qualifie en Ligue des Champions, on a une prime
qui permet d'acheter les meilleurs joueurs et qui permettent ensuite de gagner des matchs et de se requalifier en Ligue des Champions. Ça crée un cercle au fur et à mesure que D'ailleurs, l'autre on a entretenu. bien vu que le PSG, ils avaient poliment attendu leur tour. Ils savent que leur heure n'était pas encore là, donc ils n'ont même pas joué le match retour contre Chelsea. On fait comme Mais si ça viendra, ils savent. Ils ont attendu poliment leur tour, c'est dans 2 ans, ils le savent. Mais on fait quand même comme si c'était une perversion moderne du football. Je voudrais quand même dire que le Real Madrid avait remporté les 5 premières Coupes d'Europe à la fin des années 50. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a très peu, c'est une espèce d'aristocratie économique et sportive qui est tout à fait constante, mais depuis toujours. Depuis toujours. Truqué contre les équipes d'Amérique du Sud en général. D'accord. Non, parce qu'ils les ont remportés. En Italie et en France, en Italie en 34 et en France en 38, ils ont été mal arbitrés les équipes du Sud. Donc bon. Oui, du Moulin. Ça a toujours existé. Ça c'est l'histoire du football, ça. mais c'est l'histoire du football. Et puis comment expliquer alors que partout, sur les 5 continents, les gens continuent d'aller au stade. On pourrait parler d'ailleurs de la façon dont sont arbitrées les équipes africaines aussi. Mais il pose une question importante. Pourquoi est-ce que les gens continuent de regarder alors que tout le monde en dit le grand mal? C'est quand même bizarre. Vous dites ça, mais moi, je reviens sur le Brésil, j'ai entendu des gens qui disent je préfère aller jouer avec mes copains à la plage que regarder. Mais parce que c'est quand même un sport égalitaire. À partir du juin, c'est pas sûr. On a l'impression. International, oui. J'étais très triste pour monsieur en l'écoutant et je plaignais beaucoup pour le mois qui vient. Et en étant en parfait désaccord avec ce qu'il disait sur le football comme expression parfaite et exacerbée du capitalisme, parce que quand l'arrêt Bosman est entériné en 95, il est entériné parce qu'il contrevient à une réglementation existante dans l'Union européenne. Donc le football, l'économie du football n'était pas assez libérale pour Bruxelles. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, pourquoi les gens vont encore au stade? Le stade, c'est pas et le football, c'est pas seulement le lieu du libéralisme économique. Là, ce qui va se passer au Brésil, il y a quelque chose dans le nationalisme, le patriotisme qui s'exprime dans ces stades de très égalitaire. Quand le Ghana bat les États-Unis en 8e de finale de la Coupe du Monde, quand le Paraguay bat le Japon. Oui, mais enfin, le Japon et les États-Unis n'ont jamais su jouer au football. Mais c'est génial. Parce que pour le coup, là, on n'est plus du tout dans cette logique de marché qui fait que, effectivement, depuis l'arrêt Bosman, il y a 10 clubs sur 19 qui ont gagné la Ligue des Champions, qui sont soit anglais, soit espagnols. Quand on regarde les derniers carrés, c'est vrai que c'est un peu triste. Il y a des clubs qui ont disparu du radar du football. On voit plus l'Étoile Rouge de Belgrade, on voit plus Malmö. Je suis pas sûr que les Qataris veulent investir à Belgrade ou à Malmö et c'est peut-être pas assez clinquant. Mais ce qui se passe, moi quand je regarde un match de football, et il y a quelque chose de très joyeux. Enfin, moi j'étais en Allemagne en 2006. La manière dont les Allemands ont fait de cette Coupe du Monde une fête des nations et ça remonte loin parce que je me souviens de lire à ce moment-là le journal du siècle de Günter Grass qui consacre un chapitre par année et dans chaque année il traite un événement et en 54 il parle de la Coupe du Monde du miracle de Berne et de la victoire des Allemands. Et il dit que pour lui c'est formidable parce que c'est le retour de l'Allemagne dans le concert des nations civilisées. Même si cette victoire-là était sujette à caution. Voilà, et c'était pas une belle victoire. Contre la Hongrie. C'est un Alsacien, vous vous souvenez de l'attaque incroyable des Teutons contre le pauvre Baptiston. J'en souffre encore aujourd'hui, il va y remonter sur la ligne Maginot. Vous avez prononcé le mot nation, donc qui dit nation dit nationalisme, ou pire encore chauvinisme, et après il y a toutes les passions identitaires qui s'expriment, alors évidemment avec l'homophobie, la violence, tout ce qu'on a pu reprocher là encore au football, petit florilège